Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une question qu'on s'est peut-être tous posée un jour. Est-ce qu'on peut vraiment se suffire à soi-même ? Dans un monde où l'on met beaucoup l'accent sur l'autonomie, sur le fait de ne dépendre de personne, cette question peut sembler presque gênante. Et pourtant, elle touche à quelque chose de profond et d'universel. Ce besoin de lien, qu'on le nie, qu'on le cherche ou qu'on essaie de s'en détacher, il est là. Dans cet épisode, on va explorer ce qui fait qu'on a, ou pas, besoin de l'autre pour avancer. On va remonter à nos origines, observer ce qui se joue dès les premiers instants de la vie et interroger cette idée qu'on pourrait ou qu'on devrait tout faire seul. Il sera aussi question d'équilibre, de nuances et de ces extrêmes dans lesquels on peut tomber quand on essaie de se protéger un peu trop fort. Alors, installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Avant même de parler de psychologie, d'attachement ou de société moderne, il est important de revenir à la base, notre nature d'être vivant. Parce que cette question ne se limite pas à une réflexion philosophique. Elle touche à notre biologie, à ce que nous sommes profondément depuis des milliers d'années. On ne peut pas échapper à ce que la nature a inscrit en nous. Et pour moi, l'être humain est par essence un être social. Et cette sociabilité ne sort pas de nulle part. Elle est inscrite dans notre évolution, dans notre ADN et dans notre cerveau même. On a souvent entendu dire que l'homme descend du singe ou que nous étions leurs cousins, notamment celui du chimpanzé, avec une similitude ADN de 98,8%. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est que notre comportement d'aujourd'hui pourrait être lié à celui des primates qui nous ressemblent le plus. Et là, je pense aux bonobos, aux chimpanzés, aux macaques, mais aussi aux gorilles. Ces espèces vivent en groupe, toujours. Aucun de ces animaux ne survit seul dans la nature. Chez les chimpanzés, on observe des groupes structurés, organisés autour de hiérarchies claires. Il y a des alliances, des règles implicites, mais aussi des sanctions. Ils communiquent, partagent la nourriture et coopèrent pour se défendre. Chez les bonobos, les conflits sont souvent régulés par le contact affectif, la proximité physique et parfois même par des comportements sexuels apaisants. Et les macaques, quant à eux, vivent dans une société où l'appartenance est centrale. Être rejeté par le groupe a des conséquences graves, parfois vitales. Et ce n'est pas juste une organisation sociale, c'est une nécessité biologique. Être exclu, c'est mourir. Et si on regarde ce qu'il se passe chez l'humain, c'est pareil. On pense parfois qu'on est au-dessus de ça, qu'on a dépassé notre condition animale. Mais la vérité, c'est que nos mécanismes sociaux sont bâtis sur cette même logique. Appartenir, coopérer, transmettre et construire ensemble. Prenons d'autres espèces. Le chien par exemple. Il partage énormément de comportements avec le loup. Il vit avec les humains, oui, mais il conserve des instincts de meute, d'obéissance à une figure dominante et de fidélité à son groupe. Le chat domestique, lui, a beaucoup en commun avec le lion ou le guépard. Indépendance, stratégie et chasse en solo. Ce sont des comportements qui traversent les siècles, parce qu'ils sont enracinés dans l'espèce. Ce n'est pas une question de choix ou d'intelligence, c'est une question de nature. Et donc nous, humains, avons beau vivre dans des appartements, avoir des téléphones, on reste gouvernés par cette racine, par ce besoin d'être avec, d'être reconnu et d'appartenir. Et on le voit à chaque instant. Pourquoi est-ce qu'on cherche de l'attention ou pourquoi est-ce qu'on souffre autant du rejet ou de la trahison ? Et pourquoi la solitude peut faire si mal ? Ce n'est pas un caprice, c'est biologique. Refuser ce lien, croire qu'on peut s'en passer complètement, c'est donc aller à contre-nature. On peut canaliser nos instincts, certes, les affiner et même les dépasser parfois, mais on ne peut pas les supprimer. L'humain ne fonctionne pas sans l'autre. Même quand on croit qu'on s'en fout, on est encore en train de réagir à l'absence de quelqu'un, à la peur du rejet ou au souvenir d'un lien qu'on a perdu. On a besoin de l'autre, pas uniquement pour survivre,
mais pour se construire, se comprendre, mais aussi se transformer. Et ça ne change pas, même si on se convainc du contraire. Quand on parle du besoin de l'autre, on pense souvent à une dépendance émotionnelle ou sociale acquise au fil du temps, à travers l'éducation ou les interactions. Mais en vérité, ce besoin est inscrit en nous dès la naissance. Il est biologique, neurologique et existentiel. L'humain est un être inachevé à sa venue au monde. Sans l'autre, il ne survit pas, mais surtout, il ne se construit pas. Prenons le cas des bébés humains. Contrairement à d'autres mammifères qui peuvent marcher ou chercher de la nourriture peu après leur naissance, un nourrisson humain ne peut rien faire seul. Il est totalement dépendant de l'adulte, non seulement pour ses besoins vitaux, mais aussi pour son développement neurologique et émotionnel. Le simple fait d'être pris dans les bras, regardé et touché, lui permet de construire les bases de son cerveau émotionnel. L'expérience tristement célèbre de René Spitz, dans les années 1940, a mis en lumière une vérité bouleversante. Des nourrissons placés en orphelinat, pourtant nourris, lavés et soignés, développaient malgré tout des troubles graves. Privés de contact affectif régulier, de regards et de sourires, ces bébés ont rapidement présenté des signes de détresse tels que le repli sur soi, l'apathie et des troubles du développement psychomoteur. Certains sont même morts sans raison médicale apparente. Ce phénomène a été nommé hospitalisme. Ce que cela révèle, c'est qu'un humain ne se construit pas uniquement avec des soins physiques. Le lien humain, la chaleur émotionnelle et la présence de l'autre sont des besoins fondamentaux. Et ce besoin ne disparaît pas avec l'âge. Il se transforme, mais il reste. En fait, il existe ce qu'on appelle, en gestalt thérapie, les besoins interpersonnels fondamentaux. Ce sont tout d'abord le besoin de lien, c'est-à-dire de sentir qu'on fait partie d'un ensemble et qu'on compte pour quelqu'un, mais aussi le besoin de contact physique et émotionnel avec la proximité, la chaleur humaine et la tendresse. Ensuite, il y a le besoin de reconnaissance, avec le fait d'être vu, entendu et validé dans son existence, ainsi que le besoin de différenciation, c'est-à-dire être soi tout en étant en lien. Puis pour finir, il y a le besoin de réciprocité, en pouvant donner et recevoir sans domination ni effacement. Ce que je veux dire par là, c'est que ces besoins-là ne sont pas accessoires. Ils ne sont pas une option pour les plus sensibles d'entre nous, ils sont le carburant du psychisme humain. Et lorsqu'ils ne sont pas nourris, cela crée des carences profondes. Des angoisses, des troubles de l'attachement, la dépression et même des difficultés à faire confiance ou à s'ouvrir. Pour illustrer encore plus concrètement cette idée, on peut citer des données issues de la santé publique. Aujourd'hui, l'isolement social est considéré comme un facteur de risque majeur pour la santé. Il augmente la mortalité prématurée, au même titre que l'obésité ou le tabac. La solitude chronique affaiblit carrément le système immunitaire, il fragilise le cœur et épuise le cerveau. Et tout cela, ce ne sont pas des preuves abstraites, ce sont des réalités que l'on ressent tous, parfois même sans savoir les nommer. Ce vide qu'on ressent quand on n'a plus personne à qui parler et à qui penser, ce n'est pas du caprice, ni de la faiblesse, c'est juste humain. Donc non, l'autre n'est pas un supplément, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas non plus un bonus optionnel dans un chemin de développement personnel. L'autre est une condition de notre existence même, une structure interne du jeu. Et ça, il faut oser le reconnaître pour pouvoir le vivre de façon apaisée. Aujourd'hui, on confond souvent la force avec la fermeture. Être fort, ce serait ne rien demander, ne rien attendre et ne rien ressentir. Mais si on regarde de plus près, cette autosuffisance qu'on érige comme un modèle n'est bien souvent qu'un déguisement. Une réponse à une blessure et un mécanisme de défense. Et en fait, à force de célébrer des figures d'indépendance extrême, on a fini par faire passer le lien pour une faiblesse. C'est devenu tendance d'être détaché, de s'en foutre, de tout faire solo. Mais cette stratégie, aussi séduisante qu'elle paraisse, a un prix. Et ce prix, c'est souvent la solitude.
le vide existentiel et la peur panique de dépendre à nouveau. Alors attention, je ne suis absolument pas en train de diaboliser l'autonomie. Être autonome, c'est une vraie force que l'on doit tous atteindre à un moment donné de notre vie pour pouvoir s'épanouir. Car dépendre de l'autre peut être très dangereux et j'en parlerai tout à l'heure. L'autonomie, c'est savoir prendre soin de soi, poser des limites et se responsabiliser. Mais cette autonomie ne devrait jamais signifier qu'on est imperméable aux liens. C'est justement parce que je suis autonome que je peux aimer librement, sans possessivité. C'est parce que je peux exister par moi-même que je peux créer une relation équilibrée. La maturité affective, c'est ça. Savoir vivre seul, sans renier qu'on a besoin de l'autre. Et en fait, l'autosuffisance absolue est une impasse. Et le plus dangereux, c'est qu'elle est souvent célébrée alors qu'elle isole. L'humain est fait pour coopérer, dialoguer, recevoir et offrir. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait biologique, social et psychologique. On ne peut pas désapprendre ce qu'on est. On peut le fuir un temps, mais pas l'effacer. Alors peut-être qu'il est temps de réhabiliter le besoin de l'autre, pas comme une dépendance étouffante, mais comme une dimension fondamentale de l'expérience humaine. Parce qu'au fond, ce n'est pas avoir besoin qui est un problème. C'est quand on dépend de l'autre au point de se trahir soi-même et s'abandonner à l'autre pour qu'il nous maintienne. Quand on parle du lien à l'autre, il est essentiel d'aborder un sujet qui revient souvent, la dépendance affective. Et ce qu'on appelle l'autonomie radicale, qui est son exact opposé. Deux extrêmes qui, chacun à leur manière, nous empêchent d'accéder à une relation saine, vivante et équilibrée avec les autres. Et surtout, avec nous-mêmes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la dépendance affective est un phénomène psychologique dans lequel l'individu fonde sa stabilité émotionnelle, mais aussi sa sécurité intérieure et parfois même son identité, uniquement à travers la présence et la validation de l'autre. Il ne s'agit pas ici du besoin biologique, sain et fondamental du lien, mais d'une forme de fusion qui abolit les frontières personnelles. L'autre devient alors non pas un besoin de lien inscrit dans nos racines, mais une source vitale d'existence, sans laquelle il devient difficile, voire impossible de fonctionner. Cette posture se manifeste par une peur intense de la solitude, une anxiété constante vis-à-vis de la relation et un besoin de validation permanent avec une tendance à l'oubli de soi. Elle pousse d'ailleurs parfois à accepter des relations insatisfaisantes, voire destructrices, simplement pour éviter l'abandon. En ce sens, la dépendance affective n'est pas liée au besoin intrinsèque de lien, dû à notre vraie nature, mais bien un déséquilibre affectif qui peut s'ancrer très tôt dans des schémas d'attachement insécures. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon épisode 3 du podcast, qui parle plus en profondeur des différents types d'attachements, notamment les attachements insécures. Je ne cherche pas à la diaboliser, car ce n'est pas grave et c'est quelque chose qui se travaille. Maintenant, ce que j'essaye de souligner, c'est que le besoin de l'autre ne doit jamais se transformer en perte de soi. La dépendance affective est donc une distorsion du besoin relationnel, tout aussi extrême que l'idéologie contemporaine de l'hyper-indépendance, où l'on valorise le fait de ne jamais rien demander à personne et de ne jamais dépendre d'un lien. Ces deux postures, qu'elles soient la fusion totale ou le détachement absolu, sont des réactions opposées à une même vulnérabilité, la peur de l'abandon, de la trahison et de l'exposition émotionnelle. L'équilibre, lui, se situe dans une forme d'interdépendance consciente et assumée. Être capable d'exister par soi-même, tout en sachant recevoir, s'attacher, s'ouvrir à l'autre, sans se dissoudre ni se fermer. La vérité, c'est que nous avons besoin des autres. Ce besoin n'est pas une faiblesse, il est le résultat de ce que nous sommes et ce que nous ne pourrons jamais vraiment changer. Et vouloir l'annuler, c'est s'annuler soi-même. Ce n'est pas parce qu'on a besoin qu'on est fragile, c'est parce qu'on est humain. Et ce qu'il faut chercher, c'est cet entre-deux. Cet espace nuancé où je peux être avec toi sans me perdre, où je peux te dire j'ai besoin de toi
sans que cela remette en cause ma valeur, et où je peux être seule, sans solitude, et en lien, sans fusion. C'est là que se joue l'équilibre et cette zone grise qu'on oublie trop souvent, coincée entre deux modèles qui nous mutilent chacun à leur manière, celui qui dit « aime-moi sinon je meurs » et celui qui dit « n'approche pas, je survis mieux seul ». Aimer, grandir, évoluer, on ne le fait pas seul. On le fait dans le lien, dans le frottement et dans la rencontre. Et parfois aussi, dans la blessure. Mais c'est ça, être vivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis de poser un nouveau regard sur cette fameuse idée de s'autosuffire et sur ce que ça veut vraiment dire, au fond, d'avoir besoin de l'autre ou pas. Et je suis super heureuse de te dire que le prochain épisode sera un peu spécial. Ce sera le 2e épisode témoignage et débat de la chaîne, et pour l'occasion, on aura le privilège d'accueillir 2 invités pour un échange en exclusivité. Je t'attends donc le lundi 26 mai pour ce nouvel épisode, et comme toujours, prends soin de toi, tu es suffisant et suffisante exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée.